Et bonjour à tous, ici Mathieu de la Prime Squad. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va faire un débrief et un report du tournoi qu'on a fait ce week-end avec une bonne partie de la team MTG Prime, qui était le championnat de France par équipe en duel commander, qui s'est déroulé à Saint-Tonès à côté de Montpellier. Et bah, du coup, on va un peu parler d'événements en général. On va également parler du, du, du team building qu'on a réalisé tous les trois avec les membres de la team, comment s'est passé un petit peu les rounds, et on va faire une deck tech du deck que je jouais, qui était du coup de Yoshimaru Boros. Donc je parlerai d'un peu des spécificités que j'ai dû faire sur le deck pour l'événement en particulier, parce que c'était du team trio unifié. Du coup, on avait le droit à utiliser qu'une seule carte de chaque exemplaire, l'ordre inclus, sauf basique. Donc je parlerai un peu de ces spécificités de préparation en vue de l'event. Et après, je parlerai un peu plus généralement de Yoshimaru également, euh, du deck en général, qu'est-ce que le deck est capable de faire, etc., etc. Donc, si vous aimez toujours le contenu que nous réalisons avec la Prime Squad, mais également le contenu du reste de la TV qui fait du commentary d'event et qui se déplace très souvent pour commenter, n'hésitez pas à liker les vidéos, à nous soutenir en envoyant des messages et nous interagissons avec vous volontiers pour répondre à tous vos messages sous les vidéos. Donc, n'hésitez pas. Donc sans plus tarder, on va passer directement sur la decklist. Et dans un premier temps, je vous parlerai un petit peu de comment s'est déroulé tout ça. Donc du coup, pour commencer, le tournoi, la structure était un petit peu particulière. On a beaucoup l'habitude de jouer des rondes suisses suivies d'un top 8. Là, le système était très novateur. C'était d'être dans des poules en fait. Donc à la ligne de départ, il y avait 35 équipes. Ce qui faisait 9 poules. Il y avait 8 poules de 4 et une poule de 3. Et en fait, au jour 1, dans ta poule, tu rencontrais les 3 autres équipes. Et dans la même journée, tu les rencontrais une deuxième fois avec la possibilité de changer de place après les 3 premières rondes. Du coup, ça permettait de faire au milieu un peu de brain pour savoir contre qui tu allais tomber la deuxième fois, sachant que tu avais déjà connaissance des match-ups au match aller. Du coup, tu pouvais essayer de viser un match-up plus positif au retour, quoi. Nous, dans notre team, là, donc la Prem Squad, on était dans la team de 3. La particularité de la poule de 3, je veux dire, la particularité de la poule de 3, c'est que du coup, on avait un bail. Du coup, sur les 6 rondes, on a joué 2 bails, un bail à l'aller et un bail au retour. Du coup, la première journée était un peu plus tranquille pour nous. Malheureusement, c'était cool pour le samedi. Et après, pour le dimanche, on avait un petit désavantage. C'est que si vous avez bien calculé, 9 poules, ça fait 18 joueurs. Et en fait, le jour 2, c'était un top 16. Du coup, il fallait qu'il reste plus que 16 teams. Mais si on faisait passer les 2 premières équipes de chaque poule, ça faisait 18. Du coup, en fait, les 2 équipes en haut du classement de notre poule devait jouer un match de barrage le dimanche matin contre les 15e et 16e, les deux derniers du classement général, à l'issue des poules. Du coup, c'était un top 16 et nous, en fait, on avait un top 32 à jouer. Du coup, c'était un match éliminatoire qui nous envoyait directement au rebound si on perdait. Donc ça, c'était un petit peu la pression du dimanche. Ensuite, du coup, donc j'étais accompagné pour ce team trio d'Alexandre Habert et de Grégoire Payan, que vous connaissez assez bien parce qu'il caste avec Fizban sur la chaîne tous les matchs. Comme c'était du team trio unifié, donc pour les choix des decks, il y avait pas mal de possibilités. C'était assez bien identifié que jouer des decks monocolores, c'était bien, puisque ça permettait de laisser les fetch à d'autres personnes. Le choix qu'on a fait, il était un petit peu différent. Comme on avait Grégor avec nous, qui est un expert sur Azusa, on a fait le choix de lui laisser le plus de cartes possible pour qu'il soit à son prime. Et du coup, après, avec Alex, on a fait le choix de mettre Alex sur un deck bleu et on l'a donné Glarb. C'est un peu le style de deck qu'il maîtrise le plus. Et du coup, après, moi, il me restait le blanc et le rouge. Et on a décidé que Yoshi Boros, comme dans une méta classique, c'était un deck très solide. Et du coup, c'était un bon choix. Ce qui s'est passé, c'est que donc sur les main decks, on n'a pas eu de problème. Sur les cartes actives, on n'a pas eu de problème pour se les partager. Glarb, il joue un très léger splash vert
qui n'a pas vraiment gêné Grégoire sur Azusa. Là où où ça a été un peu plus tendu, c'était pour la distribution des terrains, parce qu'on avait quelques terrains qui overlappaient entre nous, notamment sur les fetch, parce que Azusa a beaucoup besoin de fetch, et Glarb aussi, et Yoshimaru joue les fetch qu'il peut jouer en général. Du coup, le choix qu'on a fait, c'est que on a donné à Alex sur Glarb tous les fetch bleus pour qu'il puisse aller chercher Sanctuaire Mystique. On a laissé les autres terrains verts à Greg sur sa Azusa. Plus on lui a laissé Prismatic Vista, il me semble. La command tower qui était partagée entre Alex et moi, je l'ai laissé à Alex puisqu'il est sur 3 couleurs et moi uniquement sur 2. Et du coup, comme vous vous en doutez, à la fin, il me restait plus qu'un seul fetch, la Mesa Aride. Et du coup, j'ai dû faire quelques petits ajustements pour avoir un nombre de londes suffisant pour pouvoir caster mes spells. Ça, c'était un petit peu un défi, puisque les fetch, ça stabilise quand même beaucoup les bases de mana. On sait très bien qu'en DC, Bicolor, on n'a pas des bases de mana très très solides. Alors, enlever tous les fetch, c'était un petit peu un défi pour faire tourner le deck. Il a fallu trouver un petit peu des landes capillotractées pour pouvoir compléter tout ça. On va pouvoir parler de la deck tech ensuite. On va présenter le deck, les choix que j'ai fait dedans, et après on parlera un petit peu des match-ups et comment ça déroulait le week-end. Donc tout d'abord, Yoshi en général, c'est un deck plutôt aggro, qui va chercher à curver 1, 2, 3, et des fois 4, et qui va jouer un maximum de permanents légendaires pour bénéficier au maximum de l'effet de Yoshimaru, qui lui donne des marqueurs. Donc là, j'ai classé par mana value, parce que pour ce deck-là en particulier, c'est assez intéressant de voir la répartition des mana values sur le deck, pour voir un petit peu comment le deck va réussir à curver. Déjà, il faut savoir avec Yoshimaru qu'il y a plusieurs approches du deck. Globalement, il y en a 3. Bon, le socle commun du deck reste le même, mais après, il y a quelques petites variantes qui permettent de s'adapter un petit peu à ce qu'on attend dans la méta. Donc de manière générale, il y a une version classique de Yoshimaru qui va jouer pas beaucoup de drop 1, beaucoup de drop 2 pour pouvoir faire et un nombre assez élevé de drop 3 pour pouvoir faire une curve 1, 2, 3, Yoshimaru, créature légendaire, et pouvoir mettre beaucoup de pression sur l'adversaire dès le début de partie. Ensuite, on a une deuxième version qui est une version qui est plus adaptée pour combattre contrôle, qui en fait joue beaucoup plus de drop 1 légendaire. Donc comme on peut le voir ici par exemple, qui joue Dekitheon et qui va jouer, ce que j'ai mis un peu en considération ici, d'autres drop 1 légendaires du style de Basrim, Kellan, Norin par exemple, Isamaru, Zurgo ou Skrelv. Et en fait, le but ça va être d'améliorer son match-up versus contrôle en jouant beaucoup plus de drop 1. Parce que Yoshimaru, c'est un deck qui va vouloir curver 1, 2, 3. C'est le principe de base du deck, mais les adversaires aussi ils savent que c'est le principe de base du deck, ce qui rend le deck en début de partie assez linéaire. Le problème de ça, c'est que l'adversaire va savoir que très souvent on va chercher à faire 1, 2, 3, et va pouvoir essayer d'interrompre ça. L'avantage de jouer plein de drop 1, c'est qu'on va pouvoir casser la linéarité du deck en proposant plusieurs drop 1 autour d'eux après Yoshimaru pour empêcher l'adversaire de disrupt trop fortement notre agression. C'est notamment très utile contre le contrôle. Prenons un petit exemple par exemple, un deck contrôle sur la draw, il va ouvrir une main avec Spell Snare et un Soft Counter. En fait, il va garder parce qu'il va se dire, donc le Yoshimaru va résoudre tour 1, tour 2, l'adversaire va jouer un drop 2 que je vais pouvoir Spell Snare, tour 3, je vais pouvoir utiliser le Soft Counter sur le drop 3, et in fine, il y aura un Yoshimaru, un 1 ou 2-2 avec un land légendaire sur le board, et la pression ne sera pas très élevée. Du coup, si on part de ce genre de postulat-là, en jouant plusieurs drop 1 autour d'eux, on va pouvoir casser la linéarité du deck et permettre prendre par surprise l'adversaire. Autour d'eux, on va vouloir jouer notre premier drop 1, donc l'adversaire va pas pouvoir utiliser Spell Snare, il va plutôt utiliser le Soft Counter pour pas se faire déborder, et le deuxième drop 1 va résoudre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant l'adversaire a encore son Spell Snare, plus son Soft Counter, du coup, si au tour suivant on joue un drop 3, le drop 3 va peut-être résoudre. Et du coup, on aura réussi à établir beaucoup de pression sur l'adversaire, alors qu'il avait des cartes en main pour répondre, en théorie, à cette pression. Et après, une troisième approche du deck, c'est un peu plus basé sur des tokens. C'est la version que j'ai choisi de jouer pour ce tournoi. Il y a déjà pas mal de cartes qui sont déjà très fortes dans Yoshimaru de base, et on force un petit peu le trait en jouant des cartes qui s'énergisent avec les tokens, et en jouant un peu plus de cartes qui génèrent des tokens.
Donc là, on verra un peu après quelles sont ces cartes-là et pourquoi j'ai choisi de jouer ça, plutôt que les autres versions. Maintenant, on va voir quelles sont les spécificités que j'ai ajoutées à la liste par rapport aux restrictions du format. En fait, dans ce format-là, du coup, c'était assez évident qu'il y aurait beaucoup de decks monocolores. Du coup, on a identifié qu'il y aurait beaucoup d'Azusa, beaucoup d'Acerirak, beaucoup de Felia et de Mono Red, beaucoup de mono bleu de Big Blue, comme Layer et Teferi A6. Et après, il y aurait beaucoup de bicolores. Du coup, en partant de ce postulat-là, je me suis dit déjà plusieurs choses. Il y a des cartes que j'ai exclues de la liste, des listes classiques, on va dire. J'ai notamment exclu quelques removals, comme Swift sur configuration, parce que je pensais qu'il y aurait moins de batailles de board. J'ai également exclu des cartes comme les Moons, par exemple. Quand il y a beaucoup de monocolores et bicolores, ça devient beaucoup moins fort. Du coup, je les ai pas mis. Même chose pour Ghost Fire Slice. En rencontrant beaucoup de monocolores, la carte coûterait souvent 3. Du coup, j'ai préféré la retirer. Et pareil, des fois, Eowyn peut être joué pour contrer Aragorn ou Fledge. Il y en aurait beaucoup moins, du coup, je l'ai retiré. Et du coup, en carte un peu spécifique que j'ai rentrée, en partant du principe qu'il y aurait beaucoup d'Azusa dans la méta, j'ai choisi de mettre le petit Bone Crusher qui est ici, en addition du terrain du MDFC qui est déjà joué de base dans la plupart des listes, pour pouvoir passer à travers mes appuis et chasmes. J'ai également joué du coup Gamble, qui me permettait d'aller chercher en début de partie les cartes clés pour ce genre de match-up là, parce qu'au final, si on regarde bien, on s'était dit qu'il y aurait beaucoup de decks combos dans la méta, et Yoshi a quelques petites réponses spécifiques à certains combos, mais pas beaucoup. Et le fait d'avoir un tutor, même s'il n'est pas parfait, permettait d'augmenter les chances de voir ces cartes-là dans les parties. L'avantage de Gamble, c'est qu'on joue quand même des cartes comme Phoenix ici ou Fledge ici, qui permettent de rentabiliser la carte en fin de partie. J'avoue ne pas être hyper fan de ce genre de carte, parce que c'est un peu frustrant de devoir, compter sur la chance pour récupérer la carte qu'on cherche, mais c'est un risque assez nécessaire, j'ai trouvé, pour pouvoir battre des match-ups qui nous étaient plutôt défavorables, tels qu'Azusa ou Acerirak. Du coup, en carte un peu spécifique qui n'est pas tout le temps jouée, pour Acerirak, ça va à peu près, il faut surtout interagir avec les artefacts et les enchantements, donc pour ça on a Prison Statique, on a la Commando Qatar qui fait bien le taf aussi. Et on a Skyclave Apparition, ce qui nous permet d'acheter beaucoup de temps pour l'empêcher de partir en combo trop vite. Donc ça, c'est un petit peu pour les cartes spécifiques au Team Trio. Ensuite, sur la base de mana, du coup, comme j'ai dû retirer les fetch, à la place, j'ai mis d'autres landes. J'ai notamment rentré plusieurs landes légendaires qui font de l'incolore, qui ne sont pas jouées habituellement, telles que Abstergo Entertainment, The Grey Havens. Et j'ai mis un peu des landes bicolores qui ont un peu des restrictions un peu trop fortes en théorie pour le deck. J'ai rentré ce land là. Oui, c'est un check land depuis la main. Au final, donc ça arrive assez souvent tap, ce qui est assez problématique. Mais il fallait quand même des landes bicolores pour pouvoir casser tous nos spells. Parce que vous verrez plus tard qu'on est un Boros très équilibré et qu'on a beaucoup de drop 2 qui sont Boros et de drop 3 qui ont du bicolore. Du coup, il fallait quand même pouvoir assurer de pouvoir caster nos spells de manière convenable. Donc j'ai rentré ce land bicolore là qui est jamais joué. J'ai rentré Sundown Pass qui pareil est un peu problématique quand on veut curver 1-2 mais qui après arrive des tables tour 3. Et ensuite j'ai rentré des landes un peu plus spécifiques. J'ai rentré une City of Brass qui est peu souvent jouée. J'ai mis Cactus Préserve du coup en jouant Dargo. Ça, même dans les versions classiques, il y en a qui jouent ce land avec Dargo. J'ai pas trop d'avis concret là-dessus. La carte m'était un petit peu utile pendant le week-end, mais le fait qu'elle arrive tap et qu'elle fasse que de la couleur, qu'elle fasse comme un Reflecting Pool, c'était également assez problématique. Et plusieurs fois j'ai dû mulligan à cause d'elle. Du coup, je suis pas hyper convaincu que dans les versions classiques, la carte est vraiment bien. Enfin, l'upside est vraiment bien par rapport au contre-coup, mais j'ai pas assez joué sur des versions classiques pour pouvoir le dire avec certitude. Du coup, après, j'ai dû compléter avec quelques landes incolores. J'ai rentré Den of the Bugbear et je crois que j'ai mis une montagne de plus pour pouvoir arriver à un count de 38 plus les 2 MDFC, ce qui me permettait raisonnable pour pouvoir caster tous les spells. Du coup, en temps normal, dans la liste, à la place de tous ces landes-là, j'aurais dû jouer tous les fetch que j'avais pas. Donc, on les a tous là. Donc, les fetch classiques plus Prismatic Vista. Et j'aurais dû jouer la Command Tower que j'avais laissée à Alex. Après, il y en a qui jouent aussi, par exemple, d'autres landes légendaires, comme par exemple celui-là. J'ai fait le choix de pas le jouer. Ça, probablement que la Gemstone Cavern, j'aurais pu. Et après, je me suis rendu compte durant le tournoi que j'aurais pu jouer aussi les landes artefacts,
des fois, il m'aurait été très utile de les avoir pour pouvoir les tutos sur le e-tutor qui est ici. Donc ça, j'ai un petit peu, enfin pas regretté, mais je m'en suis un peu rendu compte au milieu du tournoi que ça aurait pu être bien de pouvoir les jouer. Ça aurait un peu fixé les problèmes de base de mana que j'ai pu rencontrer durant le tournoi. Même si ces problèmes ont été assez mineurs au final, ils m'ont pas trop empêché de jouer. Du coup, pour la structure du deck, la plupart de nos drop 1, comme on peut voir ici, ce sont plutôt des interactions. Comme on a déjà notre drop 1 de préférence en CZ, la plupart des cartes qu'on va jouer, ce sont des removal. Donc on peut voir les removals les plus puissants de ces couleurs-là à un mana. Donc Chain Lightning, Flame Slash, Galvanic Discharge, Bolt, Sword to Plowshare, Anti-Nice, Prison Statique. Prison Statique qui est vraiment crucial parce qu'il permet de prendre beaucoup de permanents embêtants contre les decks comme par exemple Kaserak. Asusa aussi, ça permet d'ouvrir le passage pour pouvoir rentrer les derniers points. Ensuite, du coup, Gumball, j'en ai déjà parlé. On a quelques petites créatures quand même. J'ai fait le choix de rentrer un Kitéon en seule créature légendaire en drop 1. Simplement parce que comme je joue pas mal de tokens dans la liste, c'est assez facile à flipper. Et en fait, de l'autre côté, la carte est quand même assez puissante. Ça fait une 4/4 qui peut attaquer à tous les tours. Et là, quand même, elle a quand même beaucoup d'upside. Donc j'ai rentré Kitéon. J'ai rentré Mother, qui est la meilleure protection. Et Oslo Pride, qui est un peu discutable, on va dire, mais elle génère des tokens et elle permet de snowball très fort en early game contre des decks qui proposent pas beaucoup de board. Et comme on espérait affronter beaucoup de decks qui ne prennent pas le board, des decks combo, la carte avait l'air plutôt solide. Et ensuite, on a notre petit duo d'artefacts Shadowspear et Skullclamp qu'on peut les tutos sur Saga, qui sont très bons. Skullclamp qui prend encore plus de valeur quand on joue plus de tokens. Ensuite, les drops de ça, c'est le plus important. Il en faut une grosse quantité pour espérer en avoir très souvent autour d'eux. Ici, donc, on voit qu'on en est à 22. En réalité, on est plutôt à 20, puisqu'on voit au milieu qu'il y a Force Lingas et Goblin Bombardement, qui sont pas vraiment des drops 2 et qu'on n'a pas spécifiquement envie de jouer autour d'eux. Mais sinon, tout le reste, ce sont des vrais drops 2 qu'on a envie de jouer autour d'eux. Il y en a certains qu'on aime jouer un peu plus tard quand ils sont pas légendaires. Mais globalement, donc là, on a un petit peu tous les meilleurs drops 2 qu'on peut jouer. Donc on a les classiques légendaires qui sont très forts dans la shell de Yoshimaru, avec Ajani, Arbazmir, Ash, Party Crasher, Baird, Karizev, Inti, etc. Et ensuite on en a quelques-uns qui sont un peu plus spécifiques. On a Arabella qui fonctionne très bien quand on joue beaucoup de tokens. Anyok qui va très bien dans la curve 2 si Yoshi a survécu parce qu'il permet de faire un token quand Yoshi va attaquer. En un peu plus spécifique, on a Voice of Victory également, qui est très forte contre contrôle. Bon là, on s'attendait pas à avoir beaucoup de contrôle, mais surtout qui génère pas mal de tokens, donc qui permet de pas mal border sur certains tours. Et on a le Goblin Bombardement qui permet également de profiter des tokens. Et l'avantage du Goblin Bombardement, c'est que on peut passer à travers des cartes comme Chasme d'Azusa quand il est obligé de le sacrifier à l'upkeep, et d'avoir de la reach quand le board est bouché. En drop 2, les cartes un peu MVP, bon, Yoshi, ça fait un moment que ça existe, donc tout le monde connaît un petit peu la puissance que peut avoir les drop 2. Mais les drop 2 vraiment forts, sans surprise, c'est l'arbre, qui rend toutes nos créatures très grosses et ingérables. On a Senu, qui était très impressionnant, qui permet vraiment de beaucoup filtrer la draw tout en faisant grossir le Yoshimaru. Et on a Urdan, qui permet autour d'eux de commencer à mettre 6 à 8 dégâts, ce qui met beaucoup de pression au deck qui essaie de se setup. Et on a Mary qui permet de faire beaucoup de cartes d'avantage très rapidement. Et après, les autres drop 2, ils ont tous des petits effets qui se coolent, qui se mettent bien. Ensuite, en drop 3, on a choisi de jouer beaucoup de drop 3, enfin pas tant de drop 3 légendaires que ça, un peu les meilleurs, ceux qui permettent de filtrer d'autres mains comme Tersa, Fable, pour enlever les en fin de partie, ceux qui génèrent des tokens. Et après, on a les bons drop 3, comme Fledge, Laïlia, Talia. Et spécifiquement au token, on a choisi de rentrer également Squee et Gut, qui fonctionnent très bien avec les stratégies token. Et on a Broté de Bombardier, qui n'est plus à présenter, qui est excellent. En drop 3, j'ai fait le choix d'en jouer très très peu. Donc on a 3 vrais drop 3, puisque là on a un terrain créature. On a du coup Pyrogoyf et Scarlet, qui sont pour moi les meilleurs, qui permettent de briser les boards et de passer à travers. Avec Scarlet, il faut aussi de la value. Et on a également P-Wave, qui permet de briser les board state. En drop 5, on a nos 2 incarnations préférées qui permettent de gagner de la tempo gratuitement. Et ensuite, plus haut dans la curve de mana, on a donc Pyrokinésie, comme Fury, une carte qui est souvent gratuite, qui permet de gagner les batailles de board. Et Ambercleave,
qui permet de gagner les batailles de board et de mettre beaucoup de clock à des jeux contrôle ou des jeux combo. Humbercliff, quand on joue beaucoup de tokens, c'est très bien, ça coûte très peu cher. J'ai terminé beaucoup de games avec Humbercliff sur ce tournoi, donc c'était vraiment très cool. Donc voilà un petit peu pour la présentation de la decklist en général. Ensuite, on va pouvoir passer un petit peu au match-up et je pense que je vais finir par parler du tournoi en général, comment ça s'est passé et ce que j'en ai pensé. Du coup, pour le jour 1, on était plutôt tranquille parce qu'on avait des bails. On a eu la chance d'être les premiers à avoir des bails. Du coup, on a pu un peu scouter ce que jouaient nos adversaires. Bon, étant donné qu'on est en duel commander, pouvoir scouter a un peu moins d'impact que dans d'autres formats, mais c'était toujours intéressant. Donc round 2, j'affronte directement Winter, qui est un match-up négatif puisque c'est un deck réanimator. J'arrive à prendre la 1 de vitesse. Mon adversaire fait tour 2 d'été et je suspecte qu'il va chercher Toxic Déluge. Du coup, je fais le choix de faire grossir le plus possible mon Yoshimaru. J'arrive à mettre mon adversaire à 11 en faisant un Yoshimaru 5-5. Il fera effectivement Toxic Déluge tour d'après, mais sera du coup à 6 et avec mes créatures haste, j'arriverai à aller jusqu'au bout. Game 2, je me fais juste réanimer des gros tons et je perds. Et game 3, je suis sur le point de perdre, puisqu'il réanime très vite un ton impassable sur le board et un peu plus tard un archonte. Et je floud un petit peu. Et sur le dernier tour, j'ai un Yoshi 4-4 sur le board et un Broodseid Bombardier. J'arrive à top deck une Humbercleave qui me permettra de mettre les points restants en passant à travers l'archonte qui était en bloc. Du coup, je gagne la ronde 1. Mes teammates gagnent aussi, du coup, on gagne cette ronde. Ronde d'après, j'affronte Deadpool. Les games sont assez serrés, j'arrive assez bien à tourner autour de Deadpool, mais il me curve très bien ses bêtes, et j'ai du mal à tout gérer. Je reste trop sur la défensive, sur la game 1, et j'arrive pas à aller de l'avant, et du coup, je perds. Game 2, je reste sur Yoshimaru, du coup, sur le play, et je l'agresse trop vite pour lui. Il arrivera à Deadpool 2 créatures, mais en fait, j'arrive quand même à passer en force à travers, en gérant le premier Deadpool. Et la manche 3, sur la draw, je décide de swap sur Flage, ce qui me permettra un peu de gérer le premier Deadpool et de rendre un peu plus inefficace son Deadpool s'il essaie de voler le texte de mon Flage. Parce que cette game-là, je prendrai Shoulder tour 3 avec un guide que je n'arriverai pas à gérer et qui fera la plupart des points sur la partie. Du coup, je perds ce match, mais Greg et Alex gagnent le leur. Du coup, on gagne la ronde. Ensuite, on va passer au match retour. Pour les matchs retour, vu qu'on peut changer de site, nous on fait le choix de ne pas changer. On en a un peu discuté, on pense pas qu'il y a vraiment une bonne stratégie à adopter. À l'aller, nos match-up étaient plutôt corrects. Moi, j'aimerais bien retomber sur le Deadpool pour retester le match-up et essayer de faire mieux parce que j'ai senti que le match-up était largement prenable. Donc, j'aurais bien aimé réaffronter le Deadpool. Si je pouvais dodger le Winter, ça m'intéressait aussi. Mais on était à peu près sûr que nos adversaires allaient faire des switches parce qu'en fait, donc il y avait Alex qui était le capitaine, du coup, il était au milieu. Et il a affronté 2 monos bleus qu'il a écrasés sur les premières rondes. Et on s'est dit qu'ils allaient vouloir essayer de dodge le match-up au retour. Du coup, nous, on a fait le choix de ne pas bouger pour pas trop se prendre la tête. Et comme on avait un bail, on a eu le temps de manger tranquillement avant de reprendre les 2 dernières rondes. Du coup, avant dernière ronde, nos adversaires, ils ont swap comme prévu, comme on le supposait. Et du coup, j'affronte Layer sur le match retour. Layer, je perdrai la première manche. Il arrivera à combo un tour avant que je le tue. Notamment, j'essaie de le tuer en faisant passer une Humbercleave incontrable, en la faisant passer par Mystic Stoneforge. Mais il avait été les en main. Du coup, il va stifle le trigger l'activation de Stoneforge. Et j'aurai pas le létal sur le tour où je pensais l'avoir. Et il partira en combo le tour suivant. Et après, game 2 et 3, game 2, il va un petit peu avoir du mal à trouver ses landes. J'en profitais pour mettre beaucoup de pression. Et en fait, le temps qu'il se dépatouille de ses landes, je vais pouvoir beaucoup trop l'agresser et le tuer avant qu'il parte. Game 3, je mets pas mal de pression. J'ai une pyrokinésie en main, en backup, pour pouvoir essayer de l'empêcher de partir en combo en tuant Layer en instant. Et tour 5 ou 6, je vais réussir à piocher une P-Wave. La P-Wave va résoudre. Et à partir de là, il n'aura plus aucun moyen de partir en combo. Trop de pression sur le board, je vais gagner la ronde. Mes teammates gagnent également, du coup on va gagner le round en entier. Dernier round de la journée, je raffronte Deadpool. Je vais reperdre cette fois 2-0. C'était assez serré encore. Par contre, mes teammates ont gagné. Et du coup, on peut dire qu'ils m'auront carré sur le premier jour. On sort de la poule, en 4-0. En 6-0 si on compte les bails. On est très bien placé dans le classement. Néanmoins, on va devoir faire le match de barrage le lendemain matin. Le lendemain matin, du coup,
Ronde 1, match de barrage, top 32. Du coup, on arrive 1 heure avant tout le monde pour essayer de rentrer dans le top 16. Cette game était la game que j'ai fait contre Taiwakin, du coup, était sur le stream d'MTG Prime. Vous pouvez la retrouver en rediffusion sur la chaîne. Là, on s'est fait très peur sur ce match, enfin sur ce round. Notamment, moi je joue contre Taiwakin, le match-up a l'air assez difficile. J'arrive à mettre une Shadow Spear sur un Pyroglyph à la 1 et à aller au bout. La 2, je fais une petite on fait un combat de Fury, puis un combat de P-Wave. L'erreur que je fais, c'est que je laisse Taiwakin à mon adversaire d'étape avec, au lieu de la prendre sous P-Wave, et il va juste me one-shot en fait, avec l'effet de son général. J'avoue que j'ai pas trop fait le match-up et je m'attendais pas à une reach aussi énervée. Sur la 3, pendant ce temps-là, moi je suis à la droite d'Alex. Je vois qu'il perd la 1 contre un Kellan Simic. Je sais que Greg a gagné à côté. Et du coup, là en fait, je suis au début de la 3e game. Alex va commencer la 2e, mais il n'y a plus beaucoup de temps. Du coup, j'ai des gros doutes sur le fait qu'il arrive à aller jusqu'au bout. Il faut absolument que je gagne. Néanmoins, au cours de la partie, on retope tous les deux Fury, donc on se bat un peu sur le board, et je vois doucement la partie m'échapper. J'arrive un peu à top deck un bombardement gobelin. J'ai quand même mis pas mal de pression en early, mais je suis un peu à sec au niveau jus. Je suis obligé de provoquer des trades de sa Fury contre ma Fury, et d'envoyer le plus de points possible avec Goblin Bombardement. Mon adversaire va réussir à gérer un petit peu tout ce que je fais. J'envoie des points avec Goblin Bombardement, et après on arrive à un moment où l'adversaire est à 3. Je suis obligé de recast Yoshimaru pour 5, j'ai plus de cartes en main. Mon adversaire va jouer Skyclave Apparition, et il va faire plusieurs erreurs au cours des tours qui viennent, qui nous permettra de gagner, miraculeusement on va dire. La première erreur, c'est quand il va jouer Apparition, il va pas prendre le bombardement, il va choisir de prendre Yoshi. Du coup, je vais pouvoir mettre un point tête, il sera à 2. Tour suivant, je pioche une bête, je la pose. Il va escape Flage, et pareil, au lieu de mettre Flage tête, il va mettre Flage sur la bête. Je vais lui remettre un, et je vais top deck une bête pour finir. Du coup, c'est un petit peu miraculeux qu'on sorte de top 32 en vie. On s'est pas mal fait peur, mais on continue. On arrive en top 16. En top 16, j'affronte Acererak. J'ai jamais fait le match-up, mais je connais bien la théorie de son deck, et j'arrive à ouvrir des mains qui ont les réponses spécifiques pour ses Arthos et ses Enchantes. Je lui mets beaucoup de pression et je gagne très très vite. Alex perd contre une Satya, assez sec. Et là, en fait, donc Greg, il est en miroir d'Azusa. On arrive doucement à la fin du temps, ils sont à la game 3. On a un combat assez épique où chacun invoque Emrakul 12 de leur côté, Emrakul 13, etc. Et tout s'annule. Et en fait, on va gagner à la mort subite parce que Greg, il a réussi à faire des boucles avec un land qui lui rendait un point de vie à chaque fois. Et du coup, en fait, il a 30 et quelques points de vie, alors que l'oppo est seulement à 11. Et du coup, miraculeusement, on va gagner comme ça, à la mort subite. Du coup, là, le début de journée, il est assez tendu. On gagne les 2 premières rounds vraiment sur le fil, un petit peu miraculeusement des fois. Et bon, on enchaîne, du coup, là, on arrive en top 8. Moi, mon match-up, c'est Azusa. C'est un match-up assez difficile, même si j'ai un peu teché contre. Heureusement, j'ai pas mal de chance. Game 1, j'arrive à trouver un bon crusher qui permettra de passer Chasme. Et Game 2, j'arrive à trouver le MDFC qui passera de nouveau Chasme. Et du coup, j'arrive à passer assez rapidement Azusa comme ça. Du coup, le reste de la team suit et on gagne. Et on arrive en demi-finale. En demi-finale, on tombe contre la première team des Billanders, les Billanders de Pau. Mon match-up, c'est Slimfoot. Pas très bon match-up encore. J'ai l'impression que je fais que d'enchaîner des mauvais match-ups depuis le début de la journée, mais c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, c'est parti, il a le toss. Game 1, je développe des bêtes, il fait très rapidement DT. Ça sent la furie, effectivement furie. Je me battrai assez longtemps, je me bats contre un Barogoyf, je me bats contre un Tarmogoyf, etc. J'arrive à escape un flash, etc. Mais je suis assez short en point de vie et je finirai par perdre. La game 2 sur le play, je le prends vraiment de vitesse et je le tue genre tour 4, un truc comme ça. Et game 3, on va se battre très longtemps et il va avoir beaucoup de mal à trouver son deuxième land noir, ce qui va beaucoup l'handicaper. Et je vais finir par l'emporter un peu sur le fil. Et on finit par tous gagner la ronde. Du coup, on passe en finale. On affronte les Billanders du coup de Toulouse, l'équipe d'Eliott. Moi, mon match-up, donc ce match-up-là, il sera encore, il a été aussi streamé, donc il est sur MCG Prime en rediffusion. Donc j'affronte Yoshimono White. Les 2 games sont assez one-sided, celui sur le play gagne. La game 3 est très intéressante et je vous invite à aller la regarder parce qu'il y a eu une belle bataille de board. Et au final, on gagne le tournoi. Greg gagne son match-up, je gagne mon match-up
Et du coup, Alex, il concède et on est victorieux du tournoi. Donc pour revenir sur la CDF et sur le tournoi en général, la CDFE et le tournoi en général, c'était vraiment très cool. Il y avait la salle était assez grande, on avait beaucoup d'espace et on était dans un cadre super. L'organisation était super bien faite, on avait une bonne équipe d'arbitres et en fait on s'est beaucoup amusé tout le week-end, beaucoup de rigolades, pas mal de compétitions aussi. Franchement, par rapport à l'individuel, être en équipe, ça rajoute quand même beaucoup de pression parce que tu portes des fois tes deux teammates sur tes épaules quand t'es le dernier. Et j'avoue que en termes d'émotion, c'était assez intense et c'était vraiment très cool. Pour ceux qui sont pas venus, qui étaient un petit peu frileux, honnêtement, c'était très cool. La méta était pas si fermée qu'on le penserait. Il y a eu des gens ont fait preuve de beaucoup d'inventivité pour sortir des line-up vraiment très cool. Pour ceux qui étaient un peu frileux de venir, franchement, je peux que vous inviter à venir à la prochaine édition. C'était vraiment très cool. On remercie beaucoup les organisateurs hein, qui se sont un peu lancés dans l'inconnu pour faire quelque chose d'inédit. Et je pense que c'était vraiment une belle réussite. Ramener 35 équipes sur une première édition, c'était vraiment cool. Et voilà, c'est la fin de la petite deck tech sur Yoshimaru. Je suis pas trop rentré dans les détails des match-ups. J'ai pas énormément d'expérience sur le deck. Je l'avais un petit peu testé avant le tournoi, mais pas de manière intensive. Je l'avais joué il y a très longtemps, mais il manquait beaucoup de cartes actuelles qui sont vraiment très fortes. En tout cas, j'ai eu un assez bon feeling avec le deck sur le week-end. J'ai tapé pas mal de match-ups négatifs et in fine, en fait, le deck se débrouille très bien. Et il a quand même une capacité à mettre une pression très importante sur les points de vue adversaires en début de partie. Et très souvent, l'adversaire se retrouve débordé, soit à devoir gérer ton board et du coup pas avancer sur son plan de jeu, soit essayer d'avancer sur le sien, mais du coup avoir le risque de se faire déborder et de perdre très rapidement les parties. J'ai quand même réussi à faire 2-3 létales où j'ai mis 17 points de dégâts au tour 4, ce qui est plutôt cool. Le deck est solide, hein, c'est une nouveauté pour personne, mais voilà, le deck est solide. Surtout avec FF qui va arriver, il y a encore quelques cartes qui vont pouvoir rentrer dans le deck probablement. J'en ai notamment noté 3 qui sont vraiment cool. Cloud qui fait un petit peu un doublon de Sunforge Mystique. Lightning qui a l'air, si elle passe le tour, d'être vraiment terrifiante pour rentrer beaucoup de points. Et Joshua qui permet de recycler ses cartes mortes en fin de partie et qui peut faire un mana sync. Donc voilà, hâte de voir comment le deck évoluera avec FF. Je pense que ces 3 cartes-là seront au moins testées. Il y en a probablement d'autres que j'ai loupées. Pour faire un petit mot final sur la CDFE, événement vraiment très cool. Le team trio incroyable. Le fait qu'on soit en unifié, ça a vraiment créé une petite méta spécifique à l'event qui était vraiment très rafraîchissante et cool. Ça nous a permis de voir des decks différents de d'habitude sur le format classique des Duel Commander. Donc c'était vraiment très sympa. Et si vous aviez des doutes, je vous invite à venir l'année prochaine, passer un bon moment en team trio avec vos amis. On s'amuse beaucoup et il y a de la compétition. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà, et petit mot de la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme d'habitude, sur Yoshimaru, mais si vous voulez voir d'autres choses également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Bye bye.